m'appelle Simon Lucas, je suis d'origine sud-coréenne. Ma mère a été adoptée, elle est née d'une femme SDF de Séoul. Donc on ne sait pas trop exactement quelles ont été les conditions. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que suite au fait qu'elle soit tombée enceinte, elle a été répudiée par son mari. Donc on pense que ma grand-mère a eu un enfant, donc soit illégitime, enfin on ne sait pas. En tout cas, le fait qu'elle soit enceinte a mené à la répudiation de ma grand-mère. Ma grand-mère est donc devenue SDF avec cet enfant qui a été ma mère. Et elle a erré dans les rues de la capitale de Séoul. Elle vivait apparemment dans des squats et elle se nourrissait essentiellement de pommes. C'est les peu de renseignements que j'ai sur ma grand-mère biologique sud-coréenne. On sait qu'elle a abandonné ma mère, qu'elle l'a déposée donc devant un commissariat de police, et qu'ensuite les policiers ont mis ma mère à la Holt, qui est l'orphelinat général de Séoul. Et ensuite, ma mère a été adoptée en France, donc par une famille catholique de 9 enfants. Donc une famille assez exceptionnelle parce qu'ils ont fait 5 enfants maison et ils ont adopté 4 enfants. Donc ma famille maternelle ressemble un peu à une affiche Benetton, dans le sens qu'il y a des noirs, des jaunes, des blancs. Voilà, c'est une famille un peu particulière. Et voilà, donc ma mère, elle a grandi en étant la seule asiate. Elle a grandi dans un petit village de Normandie. Elle a toujours été un peu la shintok de la classe, quoi, forcément. Et de cet abandon et de cette sensation d'être la jaune parmi les blancs, un peu, elle a très très jeune, elle a eu envie d'avoir un enfant de son corps. Et je dis souvent, voilà, à défaut de racines, ma mère voulait des feuilles. C'est-à-dire qu'elle voulait avoir quelqu'un qui lui ressemble, quoi. Elle en avait marre d'être entourée que de gens. Elle voulait un fruit, voilà, c'est ça. Et donc c'était viscéral et c'était un peu compulsif. Et du coup, ma mère, elle a eu un enfant à 16 ans. Elle a eu un enfant très très jeune. Et elle voulait avoir un enfant très jeune, très vite. Donc elle m'a fait à 16 ans. Ça a été extrêmement compliqué parce que donc, mes grands-parents n'ont pas très bien reçu la chose. Et il y a eu beaucoup de violence, de cris et de coups. Et voilà, ma mère a fugué. Donc elle s'est retrouvée un petit peu dans la même situation que ma grand-mère, c'est-à-dire quelque part répudiée, ou enfin moi en tout cas profondément accablée parce qu'elle était enceinte, donc à devoir se promener dans la rue. Elle a été en famille d'accueil, elle a été en foyer de jeune mère, elle a vécu toutes sortes d'épreuves. Voilà, quand elle a été en foyer de jeune mère, par exemple, il y a toutes les autres mamans qui ont craché dans une enveloppe et qui l'ont mis devant sa porte de sa chambre, donc elle a dû s'enfuir aussi. Enfin bon, elle a été dans une situation comme ça d'errance et d'impuissance, quoi, de non... Elle ne trouvait pas d'aide. Et donc c'est assez violent. Moi, je me suis rendu compte bien après des conséquences que ça avait eu sur ma vie. Le fait que pendant toute la période prénatale, en fait, il y ait eu autant de violence, autant de peur et surtout donc autant d'insécurité de la part de ma mère et aussi une telle violence contre ma naissance. Il y a eu une énorme violence. Ce bébé ne doit pas naître, ce bébé ne doit pas être là, ce bébé n'est pas correct, il ne doit pas arriver à ce moment-là, machin, tout un tas de trucs. Et moi, en tant que fœtus, j'ai perçu ça. Et déjà, j'ai pu contacter ça par la méditation, j'ai pu le contacter dans ma vie. Et je suis né par césarienne, j'ai refusé de naître, c'est-à-dire que je ne voulais pas sortir, que mon cœur a commencé à décliner et que c'est les médecins qui sont allés me chercher. Et ça, j'ai contacté ce truc-là, c'est-à-dire qu'en tant qu'un fœtus est intelligent. Et il a une intelligence qui n'est pas l'intelligence telle qu'on la considère habituellement, mais il a une intelligence. Et un fœtus, s'il n'est pas accueilli, il le perçoit. Et s'il n'est pas accueilli à ce point-là, il le perçoit. Et on pourrait dire d'une certaine façon qu'il a l'élégance de ne pas venir, tu vois. Et j'ai eu un peu ce truc d'avoir, puisque je n'étais pas désiré, puisqu'on ne voulait pas de moi, eh bien je dis, dans ce cas-là, je ne vais pas venir. Si je ne suis pas invité. Il y a eu cette information implantée dans mes cellules, dans le fœtus, tu ne dois pas vivre, quoi. Et mon père aussi a eu la même réaction, enfin mon père a eu une réaction aussi très violente.
où il a dit à ma mère, t'avais qu'à avorter, tu savais, c'est ta responsabilité, t'avais qu'à avorter. Il a dit ça et il est parti. Donc voilà, donc une entrée sur Terre assez merdique, enfin vraiment, vraiment difficile. Et bon, alors ensuite ça se résout avec les grands-parents qui finalement accueillent ma mère, qui m'accueille aussi. Et donc je débarque là-dedans, quoi. Je débarque dans cette famille immense, hein. Ils sont 11, minimum 11, hein. Donc il y a les 9 enfants et les 2 parents, plus il y a d'autres gens aussi qui passent. Vraiment, c'est un truc un peu, c'est un peu une communauté, quoi. Enfin, c'est une famille communauté. Et donc je me retrouve là-dedans, moi. J'ai seulement 6 ans d'écart avec mon plus jeune oncle, donc je me retrouve dans dans cette famille, quoi. Et je reçois aussi beaucoup d'amour. Je reçois de l'amour notamment d'une de mes tantes et d'un de mes oncles, notamment un de mes oncles qui dort tout habillé pour être le premier à se lever pour pouvoir changer le bébé le matin. Et c'est un oncle avec qui j'ai toujours de très bons liens. Et donc je reçois aussi de l'amour, hein. Mais bon voilà, donc il y a quand même ce truc un peu difficile, on va dire, quand même dans les débuts de la vie. Alors, et donc mon père donc, n'était pas là, et mon père revient quand j'ai 1 an. Alors il revient en pétant les plombs. Alors il y a toute une histoire. Donc il est d'abord revenu vers ma mère en mode on va se marier. Donc dans un état un peu comme ça. Donc il voulait se marier avec ma mère et tout. Il voulait assumer le bébé, il voulait se marier. Et puis, donc mon père est quelqu'un de très agité, hein. Il est schizophrène. Et donc il avait 20 ans à ce moment-là, il a 19 ans quand je suis né. Et après il repète un plomb. Et là cette fois-ci, il veut me tuer. Donc il emprunte un revolver à un de ses amis qui fait du tir. Et il me kidnappe. Et on ne sait pas ce qu'il fait en fait. Il part avec moi, avec le bébé, pendant toute une journée. Et on ne sait pas ce qu'il fait. Donc voilà, ma mère fait une crise d'angoisse, elle ne sait pas où elle est, nanana. Et puis finalement, il me ramène en disant j'ai pas réussi à le tuer, et il laisse le bébé comme ça. Enfin, il rend le bébé à ma mère, il me rend moi. Et donc on ne sait pas ce qu'il a fait pendant cette période-là en fait, on ne sait pas du tout ce qu'il a foutu. On sait qu'il voulait me tuer, et qu'il était armé, et qu'il était dans un état d'agitation extrême. C'est tout ce qu'on sait en fait. Donc mon père m'a enlevé, et ma mère en plus a fait un signalement, mais qui n'a pas apparemment donné suite. Bon. Et ça aussi, j'ai contacté aussi des informations liées à ça par la méditation, par la thérapie, bien après. Donc il faut savoir que ma mère, à l'époque où mon père me kidnappe, elle a 17 ans. Elle est en première littéraire. Elle est au lycée. Elle allait encore au lycée avec le bébé? Elle allait au lycée, ouais, avec moi, avec le bébé. Elle a fait ses études, elle a fait une licence de lettres avec un bébé. Waouh. Ouais, elle était vaillante, hein. Bon, c'est même un peu inimaginable quand j'y pense. Je sais même pas comment ma mère elle a fait en fait. Mais ma mère, c'est quand même. Ma mère est une force de la nature, hein, mais c'est avant en tout cas qu'il y ait eu tous les problèmes avec mon père, parce que par la suite, mon père a causé bien des problèmes. Donc il faut imaginer quand même cette gamine de 17 ans qui se retrouve dans une situation complètement ingérable. Et donc moi j'ai absorbé aussi toute cette information, forcément, pas forcément rigolote. Et donc bon, à 3 ans et demi, mon père a eu ma garde. Donc il a voulu assumer son rôle de père, et puis bon, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, parce que ça me paraît complètement aberrant aujourd'hui, mais il a pu avoir ma garde. Et donc je me retrouvais à aller un week-end sur 2 chez mon père, et le mercredi, après-midi après, parce qu'on a fait du kung-fu ensemble. Et mon père, à ce moment-là, ça a été le début pour moi d'un cauchemar, enfin voilà, d'un cauchemar, parce que mon père était complètement un psychopathe. Enfin, mon père était un psychopathe, et surtout, en fait, il avait aucune notion d'un enfant, quoi. Pour lui, ça n'avait aucune notion. Et il regardait, en fait, tout le temps des films d'horreur, des films porno, et il jouait aux jeux vidéo. Et c'était un espèce d'enfant brisé, comme ça, qui était dans son espèce de petit monde, tout fermé chez ses parents, mais dans une espèce de truc un peu barricadé, comme ça, une espèce de bulle. Et voilà, et donc j'ai construit comme ça. Donc moi j'étais un tout petit enfant, hein. Je me suis retrouvé donc dans cet univers, et avec mon père qui était extrêmement instable, qui pouvait devenir violent, et qui était aussi extrêmement envahissant sur le plan
de la parole, qui était très violent aussi dans sa façon de parler, de me parler. Et donc, je devais regarder je regardais des films d'horreur et des films porno. Et donc, ça m'empêchait de dormir. Enfin bon, il y avait tout un truc. Et voilà. Et j'ai subi aussi de la part de mon père des formes d'agression, on peut dire, donc physique et aussi sexuelle. À plusieurs, je ne sais même pas à combien de reprises en fait. En tout cas, voilà, un week-end sur deux, j'étais dans cet univers-là. J'étais aussi témoin de violence. Voilà. En fait, si je commence à raconter tout ça, c'est un flou énorme parce qu'il y avait de la violence partout en fait. Il y avait de la violence entre mes grands-parents aussi. Mon grand-père battait ma grand-mère. Et il y avait aussi, à cette époque-là, ma mère était avec un homme qui la battait et qui la battait devant moi. Enfin, donc j'étais énormément confronté à la violence, quoi. Dans ma toute petite enfance, c'est vraiment... En fait, dans ma période prénatale et dans ma toute petite enfance, c'est vraiment marqué par une énorme violence. Donc voilà, donc de mes 3 ans et demi jusqu'à mes 8 ans, donc il y a ce truc, donc je suis chez mon père. Voilà, donc bon, j'ai encore des séquelles, je pense que j'aurai des séquelles toute ma vie de ce que j'ai vécu pendant ces 4 ans et demi. Parce que c'est seulement 4 ans et demi en fait. Mais c'est les 4 ans et demi où j'étais évidemment de mes 3 ans et demi à mes 8 ans, donc c'était une période où vraiment se constitue toute la psyché et notamment tous les fondements émotionnels d'un être qui se constitue à cet âge en fait, la construction de la honte, de l'identité, donc forcément ça m'a un petit peu abîmé. Voilà, aujourd'hui encore j'ai peur du noir, j'ai des crises d'angoisse, j'ai des bouffées de violence aussi. Voilà. Des fois j'ai la peau qui me brûle, j'ai des cauchemars. Pendant mon adolescence, pendant 1 an j'ai vomi tous les matins. Enfin bon, j'ai eu tout un tas de symptômes à cause de ça. Finalement, à 8 ans, j'ai dit à ma mère tout ce que je vivais avec mon père. Et là, ma mère, elle a eu une réaction extraordinaire parce qu'elle a tout reçu en fait. Elle a tout reçu non pas avec sa tête, elle a tout reçu dans son corps. Et je me souviendrai toute ma vie de cette scène. Ma mère a hurlé. Elle a hurlé de douleur en fait. Quand je lui ai parlé, j'ai commencé à lui parler de ce que je vivais. J'ai commencé à peine à lui dire. Et aussitôt, non pas avec la tête, mais vraiment avec le corps, avec l'émotion, elle a senti en fait. Et c'était très impressionnant. Elle a hurlé de douleur. Elle a vraiment ressenti en fait ce qui se passait. Donc évidemment, tu as mon père adoptif, donc mon beau-père de l'époque, mais qui est devenu mon père de cœur, qui a débarqué parce qu'il a entendu ma mère hurler comme ça. Et donc que se passe-t-il et tout. Et là, donc on a commencé à me questionner. Donc j'ai commencé à raconter tout ce que je vivais chez mon père, toute la violence, tous les trucs malsains et glauques. Et les adultes ont eu une réaction que moi je trouve absolument extraordinaire, exceptionnelle, parce que c'est tellement rare. Les adultes ont fait front pour me défendre. C'est-à-dire qu'il y avait une très bonne conjecture, on peut dire, parce qu'il y avait ma mère, mon père adoptif qui était là, et il y avait aussi la sœur de ma mère, la jeune sœur de ma mère qui est ma marraine, et qui est quelqu'un avec qui je suis très proche, et qui est quelqu'un de très bien. Et ils se sont unis tous les trois, ils vivaient ensemble à ce moment-là, et ils se sont unis tous les trois pour gérer cette situation. Et je pense que ma mère toute seule aurait été absolument incapable de gérer toute seule. C'était d'une telle violence, c'était tellement difficile. Et donc comme ils étaient trois, ils ont réussi à gérer le truc. Enfin bon, c'était quand même très compliqué. C'était la sœur de ma mère du coup qui appelait mon père pour dire que je pouvais pas venir. Elle disait que j'étais malade. Pendant le temps que la police se mobilise, il a fallu 2 semaines avant qu'ils aillent l'arrêter. Donc tout ça, ça a été un peu complexe. Alors l'avantage que j'ai eu, c'est qu'il a tout avoué. Mon père a tout lâché. Ah ouais? Ouais. Mais il a tout avoué. La pédophilie, les films d'horreur, les coups, les humiliations, tout. Mon père a tout avoué. Il a avoué... Alors il s'est même vanté. C'est-à-dire que lui, il considérait que c'était... En fait, que c'était un phénomène culturel qui faisait que... En fait, pour lui, il m'apprenait la vie, quoi. À travers la violence, à travers le sexe, à travers tout, quoi, à travers les films d'horreur. Pour lui, c'était didactique. C'est le mot qu'il employait. Il a dit que c'était didactique. Il faut savoir que mon père est quelqu'un qui a une façon de parler assez intelligente, en fait, et assez. Ouais, il n'est pas con, ça c'est sûr, et il est assez habile des mots. Mais il est complètement pervers.
C'est-à-dire qu'il raconte des trucs complètement horribles, mais avec une façon d'articuler. Peut-être que ça soulageait mon père aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on peut voir ce côté positif ou peut-être. Il était coincé dans un truc lui-même malade où il n'en sortait pas. Peut-être il s'est dit, tiens, peut-être c'était un, je sais pas. Peut-être, ouais. J'ai un souvenir d'une fois où mon père. Moi, je me rappelle, je suis à la porte de la chambre et mon père me demande est-ce que tu veux que j'arrête, quoi. Je savais très bien de quoi il parlait. Et oui, j'ai dit oui, je veux que t'arrêtes. Et ouais, donc peut-être qu'au fond, il y avait une part de lui qui voulait que ça s'arrête. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas trop, mon père est quand même bien tordu. Hein. C'est difficile de lui trouver des motifs normaux, on va dire. Et, mais voilà, en tout cas, voilà. Et donc, il a avoué, il a complètement tout avoué au chef de la brigade des mineurs. Et je me rappelle, le chef de la brigade des mineurs, donc j'ai plusieurs fois été devant lui pour raconter ce que je vivais et tout. Et puis à un moment donné, il me parle, il me dit qu'il a vu mon père et tout. Et puis je lui dis voilà, que mon père est un salopard. Je lui dis ça, mon père c'est un salopard. Et il me dit non. J'ai employé ce mot-là. Ouais, j'ai employé ce mot-là. Ouais. De toute façon, je connaissais tous les gros mots et tout, je connaissais tout. Tu sais, avec toute la culture de films d'horreur, de machin, j'avais une façon de parler qui était très particulière. Enfin, j'ai été élevé de façon très particulière. Et donc, du coup, le chef de la brigade des mineurs me dit non, ton père est un authentique pervers. Enfin, il m'a dit ça. Et il s'y connaissait, tu vois. Et il m'a dit ça, il m'a dit que c'était vraiment un authentique pervers, quoi. Il y avait vraiment un malade, quoi. Quelqu'un qui... Et c'est sûr qu'il était comme ça. Donc après, bon, voilà, les choses se mettent en place. Moi, je retourne à l'école. Bon, bref, c'est compliqué. Donc ensuite, il y a eu le procès. Et donc là, c'est intéressant parce que moi, j'ai voulu aller au procès, en fait. Moi, j'ai vraiment tenu à aller au procès. Et ma mère ne voulait pas. Et elle me rappelle souvent cette anecdote, c'est que j'ai dit à ma mère, cette phrase un peu étonnante pour un enfant de 8 ans quand même, je lui ai dit, moi, je veux aller au procès de mon père pour regarder mon père dans les yeux et qu'il sache que je dis la vérité vraie. Et donc, j'étais très déterminé, quoi. Et j'ai eu une intuition, c'était absolument ce qu'il fallait faire, en fait. Et c'est marrant, tu vois, en y repensant à l'enfant que j'étais avait énormément de justesse, en fait, dans sa... J'étais un enfant particulièrement éveillé et très sensible. J'étais tellement sensible que je savais que mon père était pervers, en fait, quelque part. Je savais que tout ça, parce qu'il me manipulait beaucoup, mais j'étais capable de discerner que c'était pas bon. Et même encore après, j'avais encore ce truc. Et donc, j'ai tenu à aller au procès. Je suis allé au procès. Je me rappelle, j'avais des petites figurines et tout. Et il y avait la juge qui parlait. Ils avaient tous des robes, là, de trucs et tout. C'était très impressionnant. Il y a mon père qui est arrivé. Il m'a pas regardé une seule fois. Il était entre deux flics et tout. Et il y avait même un journaliste qui a fait une petite coupure là-dessus. Il n'a pas cité de nom, mais j'ai la coupure de journal. Voilà, où il y a écrit en gros viol sur son propre fils. Enfin, voilà. Et il y avait le journaliste qui était là. Enfin, il y avait tout un truc, quoi. C'était un truc assez impressionnant. Et en fait, ça a eu un énorme impact, ma présence. Parce que moi, je suis arrivé avec mes petites figurines devant la juge. Je me rappelle, le greffier s'est levé pour mettre le micro à ma taille et tout. Et on m'a posé des questions, tu vois, sur ce que faisait mon papa et tout. Et je pense que la juge, ça lui a fait un truc, quoi. Ça a été particulièrement fort, en fait. De voir un petit garçon comme ça qui venait lui parler, en fait, ça a humanisé complètement le dossier, entre guillemets. Tu vois. Et je pense que ça a eu un impact sur la façon dont elle a... Enfin, j'ai eu une très bonne intuition en faisant ça, en fait. Il fallait que je sois là, de toute façon. Et... Dans quel sens ça a eu un impact, tu veux dire, sur la façon dont elle a concentré le dossier ? Bah oui, parce que du coup, c'était pas seulement des mots sur un papier ou un taré qui parle. Il y avait un petit garçon, quoi. Ouais. Un petit garçon en chair et en os qui vient devant eux, tu vois. Ouais. Et ça, pour les gens qui décidaient à ce moment-là, les avocats et la juge, ça avait un impact. C'est pas du tout psychologiquement, c'est pas du tout le même truc d'avoir un petit humain, tu vois, qui
Et en plus, mon père a eu une attitude assez lamentable. Il a commencé à partir dans un espèce de pamphlet énorme sur le fait que dans d'autres cultures, ça se faisait, tu vois. Ah ouais, il a pété les plombs. Et ouais, bah ça a été un allié pour moi, le fait que mon père pète les plombs. Parce que du coup, la juge, elle a fait « Ouh, putain ». Il est vraiment barré. Ah ouais, il est trop taré, quoi. Et du coup, la juge, elle a fait taire. Ok. Elle a fait taire. Elle lui a imposé de se taire. Et je pense qu'elle a vu aussi dans quelle ambiance j'ai grandi, quoi. Et du coup, il a pris 10 ans ferme. Ah ouais. Ouais, ce qui paraît pas sévère, mais en fait... Enfin, bon. En France, c'était déjà pas mal, quoi. Il a pris 10 ans ferme. Moi, j'ai eu de l'aide psychologique gratos toute ma life. Enfin, en fait, j'ai toujours pu aller en centre et puis gratos, quoi. Donc, j'ai eu des psys. Enfin, j'ai eu un psy comme ça. J'ai eu un peu d'argent, bon, voilà. Mais ma mère aussi. Tu crois que t'aurais aimé qu'ils prennent plus? Non. Non. Ça a pas eu d'impact. Ouais, ça n'a pas eu d'impact vraiment sur mon père. Hein. Non, mais ce qui est bien dans cette histoire, c'est que enfin, moi, j'ai réalisé que j'étais un petit garçon très courageux, en fait. Ça m'a fallu longtemps avant de réhabiliter ce petit garçon, en fait. Et en fait, j'étais un petit garçon exceptionnel. Enfin, c'était extrêmement lumineux, la façon dont j'ai vécu les choses. Donc peu de temps après le procès, moi j'ai commencé à faire des crises d'angoisse la nuit et tout, et puis il m'est arrivé ma première grande expérience mystique dont je me souviens, en fait ma première grande expérience spirituelle dont je me souviens, qui était donc après le procès. Je faisais des crises d'angoisse où je pleurais sans arrêt, je m'en voulais énormément en fait, c'était insupportable pour moi. Déjà mon père m'avait dit que si je parlais il allait disparaître, il allait machin, donc ça les Ah, il l'avait dit? Ouais, il avait verrouillé le truc pour que les pervers font souvent ça en fait. Et bon, donc du coup j'avais l'impression de l'avoir tué mon père, enfin de lui avoir fait un mal fou, alors que c'était quelqu'un que j'aimais, mais qui me faisait tellement de mal que c'était ingérable. C'était ingérable. J'étais dans un truc et puis bon, c'était ingérable. Tout était ingérable en fait. Et donc je pleure, et je répétais cette phrase un peu bizarre. Je disais je suis pas d'ici. Je répétais cette phrase, moi je suis pas d'ici, je veux m'en aller, je veux partir, je suis pas d'ici. Et je répétais ça, je veux partir, je suis pas d'ici. Et je pleurais. Et ça s'arrêtait pas en fait, ça s'arrêtait pas. Et à un moment donné, il y a eu un truc, qui s'est ouvert. Tout s'est arrêté. Ce truc quoi, de je pleure et je répète tout le temps la même phrase, ça c'est tout est devenu silencieux en fait à l'intérieur. C'était extraordinaire comme. Et j'ai entendu à l'intérieur de moi, depuis mon thorax, cette phrase. Ne t'inquiète pas, tu seras quelqu'un de bien. Tu vas devenir quelqu'un de bien. Et ça venait de l'intérieur de moi. C'était extraordinaire, quoi. Et donc pour moi, c'était ma première expérience de rencontre avec quelque chose de complètement au-delà de moi, en fait. Et donc, voilà, donc ça s'est passé dans une souffrance extrême, quoi. Et j'étais un enfant, et voilà. Et donc là, je me suis continué à pleurer, mais dans un mode de béatitude, on va dire. Du coup, je suis complètement switché sur un autre truc. Et je me suis levé, je suis allé chercher un verre d'eau. Et mon père de cœur a allumé la lumière à ce moment-là. Il a dû entendre du bruit ou je sais pas. Donc mon beau-père, mon père adoptif, et il m'a vu. Et en fait, je lui ai fait peur. Parce que j'étais un enfant de 8 ans. Et il m'a vu, j'avais des larmes partout, et j'avais l'air béat en fait. Et en fait, il y avait quelque chose de pas du tout habituel, quoi, de pas du tout normal dans la tête que j'avais, dans l'énergie du truc, c'était super. Du coup, ça l'a fait un peu flipper, quoi. Il s'est demandé si j'avais pas perdu la raison à cause de à cause de toute la violence en fait de ce que j'avais vécu. Il s'est demandé si j'avais pas perdu la raison. Et bon, j'étais enfant, je sais pas ce que je lui ai dit. Je pense que j'ai pas pu lui expliquer que je venais de vivre une expérience mystique. Je pense qu'il se serait dit, il est vraiment devenu fou à cause de la douleur. Mais je me souviens de mon père adoptif qui me voit et qui a peur en fait, enfin qui comprend pas en fait cet enfant comme ça.
Et alors, avec mon père, on a continué à s'échanger des lettres, quand il était en prison, et des dessins. Donc on a gardé un espèce de lien, où on parlait jamais de ma souffrance, jamais de ce qui s'était passé, mais on échangeait des dessins. Et on a gardé un lien comme ça. Et il y avait quand même un lien très puissant entre moi et mon père. Un lien très étrange, un lien de... Moi, j'avais l'impression que mon père était un enfant, en fait. Et souvent, les pédophiles les malades mentaux comme ça sont comme ça, en fait. C'est comme s'ils étaient... Il y a quelque chose d'un enfant, et à la fois d'un monstre, d'un bourreau, en même temps qu'un enfant est extrêmement blessé, en fait. Et il avait ces deux trucs. Et donc moi, j'étais quelque part aussi son ami, quoi. Enfin, c'était... Bon, c'est très barré, quoi. C'est vrai qu'avoir été élevé par un mec comme ça m'a un peu détraqué. Ouais, donc ma mère, suite à tout ça, en fait, elle a commencé à sombrer. Elle a eu des périodes dépressives très aiguës. Elle a fait beaucoup de tentatives de suicide. Moi, j'ai vu ma mère se faire réanimer par des infirmiers plusieurs fois. Je l'ai accompagnée en réanimation aussi. Enfin voilà, j'ai vu des scènes assez choquantes comme ça, où ma mère... où les infirmiers la pinçaient, enfin lui demandaient nanana. Elle avait pris du vin et des médocs. Voilà. Et ma mère, elle faisait des crises d'anorexie et de boulimie aussi. Elle avait des phases d'anorexie, puis des phases de boulimie. Et en fait, ça, c'est lié à ces traumatismes de l'orphelinat, en fait, parce avant d'être adoptée, elle a été dans l'orphelinat à Séoul. Et du coup, elle avait des crises d'anorexie et de boulimie. Donc j'ai vu ma mère être très très maigre, mais vraiment très 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 maigre, et ensuite très ronde. J'entendais ma mère vomir le soir, se faire vomir. Enfin voilà, bon, j'ai eu une vie un peu cauchemardesque. Bon, bref. et du coup, ma mère... donc voilà, et donc jusqu'à mes 12 ans... Ah oui, à mes 12 ans, il se passe un truc aussi qui va encore plus faire basculer le truc. C'est que moi, j'envoie une lettre à mon père, une lettre très belle d'ailleurs, où je lui dis « Papa, tu m'as fait très très mal. Et j'ai l'impression dans tes lettres que tu ne t'en rends pas compte. » En fait, je voulais qu'il entende le fait que j'ai très mal. Et la réaction de mon père à ce moment-là, ça a été de couper complètement en fait. Il a envoyé une lettre en disant qu'il n'avait plus de fils, qu'il considérait qu'il y avait des gens qui s'en sortaient parce qu'ils avaient des fils qui les aimaient et que moi j'étais un mauvais fils. Et du coup, il m'a complètement éjecté en fait de son système. Il m'a éjecté En te culpabilisant à fond aussi. en me culpabilisant à fond parce que lui refusait la responsabilité de ses actes. Du coup, il m'a complètement éjecté de son système. Et il te renvoyait tes dessins aussi. Il m'a renvoyé tous mes dessins et voilà. Et il m'a dit que je lui disais pas je t'aime et que j'étais un mauvais fils. Bon voilà, bien sûr, si je lui disais pas je t'aime, c'est parce que j'en étais plus capable. Mais ça, en fait, il est incapable de voir sa responsabilité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est propre au pervers. Le pervers n'est jamais responsable. Le pervers, il est inversé, et donc il inverse la responsabilité. C'est-à-dire qu'il va créer une violence, et ensuite la personne est envahie par cette violence, et il dit que cette violence vient de la personne, alors qu'en fait c'est lui qui a suscité la violence. Et ça, c'est le mécanisme pervers. Ouais, donc voilà, donc ma mère me lit cette lettre, et après elle me regarde, elle me dit « Ça va Simon ?» Et je lui dis « Pourquoi ?» Et elle me dit « Bah ton père, la lettre qu'il vient de t'envoyer. » Et je lui dis « Mais quel père? J'ai pas de père. » Et en fait, au moment où elle m'a lu cette lettre, il s'est passé un truc en moi, j'ai coupé. J'ai complètement coupé l'information reliée à mon père. Ça s'est coupé. Donc j'avais plus de père, donc ça allait. Enfin bon, plus ou moins on va dire. En tout cas, mon cerveau avait fait ce compromis. Donc le déni. Voilà, pour survivre. Donc je jette à la poubelle tout l'amour que j'avais pour mon père, tout le lien, parce que c'était insupportable. Il avait une attitude tellement injuste en fait que c'était pas gérable quoi. Et donc bon, il s'est passé un milliard de trucs. Et c'est à cette époque-là aussi que mon père de cœur est devenu mon père de cœur. Et ça a été une scène extraordinaire. Donc mon père de cœur a dû quitter la maison parce que ça se passait mal avec ma mère. Et moi j'étais très en rivalité avec lui. Et en fait, au moment où j'ai vu qu'il allait partir, il a été mon beau-père pendant 7 ans, quand j'ai vu qu'il allait partir, ça m'a vraiment déchiré le cœur qu'il parte. Et donc j'ai changé un peu d'attitude, parce que ça me faisait mal qu'il parte. Et en fait, à ce moment-là, il m'a dit « Mais Simon, je t'aime, quoi. Même si je pars, je reste là pour toi. » Et donc à ce moment-là, et en fait, il a répondu à un besoin que j'étais incapable d'exprimer. Et même, je le combattais toute la journée. On avait des rapports hyper difficiles avec mon beau-père.
Et en fait, à ce moment-là, ça a pété un truc, quoi. J'ai pleuré un truc de dingue. Et il est devenu mon père de cœur. Et c'est un lien qui s'est jamais démenti. Ça fait 20 ans que je parle d'une scène enfin, j'ai 28 ans aujourd'hui, ça fait des années, quoi. Et c'est toujours mon père de cœur. Et je pense qu'il a senti aussi ce besoin de père que j'avais, de fou, quoi. Et quelque part, ouais, il y a eu une belle attraction là-dessus, une belle rencontre. Bon, ma mère après, donc suite à ça, donc ça a été de pire en pire, hein, jusqu'à un point culminant, donc où elle a frôlé la mort, à force de faire des tentatives. Et donc elle a été placée dans une clinique dans le sud, une clinique spécialisée. Alors il me semble que c'est dans le sud, je ne sais plus. Enfin, dans une clinique spécialisée pour les personnes récidivistes suicidaires. Donc je me souviens, je suis allé la voir, il y avait des grillages de 3 mètres de haut. Parce qu'il y avait une rivière à côté en fait et tous les gens, enfin, je rigole un peu de dire ça, mais bon, les patients ils essayaient de se jeter dans la rivière tout le temps, donc du coup ils ont fait enfin bon, il y a une ambiance là-dedans assez. Donc voilà, que des gens qui souffraient de ce qu'on appelle en psychiatrie des raptus. C'est quoi un raptus? Donc en fait un raptus c'est des tentatives de suicide subites. En fait c'est des gens qui sont envahis comme ça du besoin De mourir. De mourir et puis qui vont de façon imprévisible, en fait essayer de se tuer. Et donc il y avait des gens qui avaient des syndromes comme ça. Et ma mère, elle était considérée comme, je ne sais pas si on peut appeler ça vraiment des raptus, mais en tout cas elle avait beaucoup de tentatives de suicide. Elle avait voilà, elle avait des pulsions suicidaires très fortes. Donc voilà, donc je me suis retrouvé, j'avais 13 ans, j'étais orphelin. J'étais orphelin parce que j'avais mon père en prison et ma mère en clinique pour suicidaire. Donc je me suis retrouvé orphelin. Et donc à ce moment-là, j'ai été d'abord placé chez un oncle. Ça s'est pas bien passé. Bon, du coup, il y a eu tout un tas de trucs. Et j'ai fugué un soir dans la forêt. Bon, il y a toute une histoire un peu délirante comme ça. Où pendant un mariage, en fait, j'ai fini tous les verres qu'il y avait sur la table. J'ai pété un câble et je suis allé fuguer dans la forêt. T'avais quel âge? J'avais 13 ou 14 ans. Enfin, j'avais 13 ans quand je commence à être orphelin. Ensuite, je vais chez mon oncle. Je devais avoir autour de 14 ans. Donc, je fugue dans la forêt. Et je cours. Et donc, bon, ça fait flipper tout le monde. Donc, les gens appellent la police. Enfin, ma famille appelle la police. Et donc, les policiers ont fini par me retrouver. J'ai dormi plus ou moins dehors, voilà, mais bon, on me retrouve. Et je me rappelle, j'étais en costard et tout, je m'étais barré pendant le mariage. Et je dis aux flics, moi je veux être en foyer. Je veux aller en foyer. Je veux pas être chez mon tonton, je veux être en foyer. Et j'ai été pris en compte. Et donc du coup, je me suis retrouvé en foyer. Et alors paradoxalement, ça a été une des périodes les plus heureuses de ma vie. Déjà parce que j'étais avec plein d'autres jeunes qui avaient des difficultés comme moi. J'étais pas dans un foyer judiciaire, j'étais dans un foyer vraiment pour placement social. Et donc j'étais avec des jeunes qui n'avaient pas de problème spécialement avec la loi. Bon, il y en avait qui avaient des soucis quand même. C'était des gens qui avaient des familles très déunies. Il y a plein d'histoires. Hein. Mais en tout cas, c'était pas des jeunes qui étaient durs, on peut dire. Bon, voilà. Il y avait pas mal de phénomènes, par contre, c'est sûr. On vivait à 12, c'était un foyer mixte. Et pour moi, ça a été une expérience extraordinaire parce que j'étais avec des gens, j'étais avec les vilains petits canards. C'est-à-dire que j'étais avec d'autres gens qui, comme moi, avaient connu de grandes souffrances, étaient un peu particuliers. Et en fait, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a fait énormément de bien d'être en foyer. Pendant cette période-là aussi, j'ai été changé plein de fois de lycée et de collège parce que je faisais plein de conneries. Donc je picolais, j'étais violent, j'étais assez ingérable. Hein. Enfin voilà. Donc j'ai fait plein de conneries. Donc je me suis viré d'un peu partout. J'ai fait 5 établissements en 2 ans. Et puis finalement, je suis tombé sur le lycée expérimental. Donc j'ai été dans un lycée pédagogie freinée, donc c'est un lycée expérimental. Et là, pareil, ça a été très très bon pour moi. En fait, cette période-là a vraiment été heureuse parce que quelque part, j'étais enfin vraiment pris en charge. Autant à l'école qu'à la maison, j'avais une grande prise en charge. J'avais beaucoup de soutien. Et des gens extraordinaires. J'étais avec des gens extraordinaires.
Au foyer, j'étais avec des éducateurs extraordinaires, des gens qui avaient vraiment des valeurs, des hautes valeurs, et qui avaient envie de faire ça. Et puis au lycée expérimental, j'étais aussi avec des gens qui avaient une idée beaucoup plus ouverte, beaucoup plus bienveillante de ce que c'est que le rapport adulte-enfant. Ça m'a en partie guéri de certains trucs. Bon voilà, après je restais quelqu'un de très agité. Hein. Mais bon voilà, j'ai pu vivre un début d'adolescence, on va dire.